Chers amis, bonsoir. Je souris parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai rédigé un article absolument extraordinaire il y a 2 jours. Et figurez-vous que comme j'ai un souci technique sur mon site internet, sur mon blog, quand j'ai une lumière un peu étrange, quand j'envoie mon article la première fois, en fait, il ne part pas. C'est-à-dire qu'il y a un bug systématique. Donc je ne peux absolument pas rédiger directement sur mon blog. Donc je travaille toujours en copier-coller, je travaille en traitement de texte et je fais copier-coller que je pose. Et quelquefois je me laisse aller à travailler directement sur le blog. Et donc je me suis fait avoir 2 premières. J'avais rédigé un truc extraordinaire. Et bref, tout est parti au bug. J'étais juste absolument furieuse. Bon bref, donc du coup je m'y colle en vidéo en fait. Je vais sûrement oublier plein de trucs, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre les choses un peu sous un angle différent. Je suis allée voir la vidéo où François Hollande a fait sa visite. Donc c'est une vidéo d'à peu près une demi-heure, hein. Donc j'ai pris plein de notes. Je vais essayer de rester sérieuse, mais il y a certains points qui m'ont fait... qui m'ont interpellée, quoi. Des points qui m'ont interpellée parce que j'ai vu dans cette vidéo certaines choses que je n'ai pas vues moi quand je suis allée au salon. Et pour cause. Je ne suis pas président de la République, moi. Et je faisais la réflexion justement en parlant avec mon neveu là, que le jour où j'y suis allée, il n'y avait absolument aucun cadre, costume, cravate, enfin vous voyez, syndicaliste, etc., etc. Il y avait absolument aucun cadre qui traînait à droite à gauche, le genre bedonnant, vous voyez, bien installé, l'agriculteur bien, comment dire, caricatural un peu, hein, effectivement. Hein. Ils étaient pas là, je sais pas, ils s'étaient cachés. Je pense que en haut lieu, on a décidé, on a demandé quand même à ce que, parce qu'ils savaient, tout le monde savait, enfin Thomas Fersen et le ministère de l'Agriculture savait exactement quel stand j'allais visiter. Alors je précise que j'avais l'intention d'aller visiter certains stands que je n'ai pas trouvé le temps. Hein. Mais bon, ça je peux pas être partout. Et surtout avec les jambes que j'ai, ça faisait beaucoup de marche, donc c'était un peu problématique. Mais donc moi du coup, c'est vrai que ça m'aurait énervé un petit peu, hein, franchement. En allant là-bas, si j'avais vu certains politiques, ou si j'avais vu... c'est pas le fait de voir des politiques qui m'aurait perturbé, mais le fait de voir des professionnels de l'agriculture autres que celui qui a les mains, qui est vraiment au charbon, quoi, ça m'aurait vraiment gonflé. Hein. Je pense en fait qu'ils les ont cachés dans les placards. Ou bien alors, avec le tas de fumier, je sais pas exactement. Oui, je suis un peu provocante, mais mon billet était bien plus subtil que ça, mais malheureusement, il est parti aux oubliettes. Mais bref, donc je souriais en rigolant le reportage de François Hollande, parce que je voyais bien, quand on lui expliquait les revendications et tout ça, il était là, oui. Qu'est-ce qu'il est patient quand même, ça. Enfin, j'ai énormément rigolé en regardant le reportage. Alors déjà, sur le plan strictement technique, hein, c'est-à-dire la façon dont il est filmé, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de phrases qui passent à la trappe, qu'on n'entend pas, parce qu'il y a un brouhaha partout, tel que bien souvent, malheureusement, le micro n'arrive même pas tout près de lui, quoi. Donc ce qui fait qu'on comprend pas. Et donc je propose, moi, pour l'année prochaine, une mouche volante. Une mouche volante façon drone, vous voyez, qui tourne au-dessus de la tour Eiffel. Un petit drone qui passe juste au-dessus, puis qui le filme comme ça, une mouche volante, quoi. Bon, ça me paraît très bien. Je pense que normalement, c'est bien rare s'il n'y a pas des techniciens qui sont capables de nous bidouiller ça pour le salon prochain. Mais j'ai trouvé ça vraiment rigolo, quoi. Voilà, bon, je vais essayer d'être un peu sérieuse, ce qui n'est pas facile pour moi. Alors, donc, j'ai vu un beau monsieur avec une cravate. Costume cravate. Ah, je vous recommande la chanson Les cravates hein, de Thomas Fersen. Je vous ai dit que j'aurais du mal à être sérieuse, mais vous voyez. Enfin bref, donc il y a un monsieur avec une cravate, donc il se plaint du revenu des éleveurs. Alors, je conçois très bien, je reconnais que c'est tout à fait recevable comme critique.
Et évidemment, il y a effectivement le problème de l'embargo par rapport à la Russie. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, on peut quand même pas non plus laisser Vladimir Poutine faire n'importe quelle connerie en Ukraine et se taire. Je veux dire, quand un chef d'État aussi important que Vladimir Poutine, comment dire, prétend n'avoir aucune responsabilité dans le conflit en Ukraine, alors qu'en fait tout le monde sait pertinemment que c'est lui qui est quand même en très grande responsabilité dans le conflit en question. Bon, j'ose espérer en bonne voie pour que ça s'arrange, mais je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur que l'embargo a été décidé. Hein. Voilà. Bon, et puis le gros problème réside toujours dans le fait que chaque pays veut toujours exporter plus qu'il n'importe dans sa branche, quoi. Alors par définition, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, bah oui, je veux dire, là on est en train de se battre, par exemple, avec je sais plus comment ça s'appelle, l'histoire du contrat avec les États-Unis, le contrat commercial, son nom m'échappe, mais vous voyez très bien de quoi je veux dire, de quoi je veux parler, pardon. Si c'est pour que nous on exporte de la viande d'aussi mauvaise qualité que celle qu'on essaie de nous ingérer, venant de nous introduire, entre guillemets, en restant poli, venant des États-Unis, je vois pas très bien en quoi c'est valorisant, quoi. Je veux dire par là que c'est important je comprends fort bien que les éleveurs souhaitent gagner correctement leur croûte, simplement, je pense qu'il faut se soucier au minimum autant du fait que la viande soit de bonne qualité et nourrie avec des denrées locavores, de préférence produites par l'agriculteur, histoire qu'il n'y ait personne qui se sucre entre deux. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tous ces gens en cravate là qui étaient tout autour de François Hollande au salon d'agriculture, vous inquiétez pas, ceux-là ils travaillent dans les chambres syndicales, chez les importateurs, les exportateurs, etc., etc. C'est-à-dire que toute la filière bovine, vous tracassez pas, ceux-là ils ont des contrats de travail, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils gagnent leur croûte. Hein. C'est toujours celui qui est en bas et qui est, comme on dit vulgairement, au cul des vaches. Hein, je sais de quoi je parle. Hein, qui est au cul des vaches et qui donne à manger aux petits veaux et tout ça. C'est lui qui trinque, qui est en danger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils les ont tous cachés quand je suis venue. Vous inquiétez pas. Il y en a pas un qui traînait. Je n'ai vu aucun mec en costume cravate au salon d'agriculture. Ce qui est quand même assez incroyable. Je vous jure, hein, sincèrement, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Ils les ont cachés. Moi, je pense qu'ils les ont cachés. Ou je sais pas, il leur enfile un billet, aller au cinéma. Bon, je suis arrivée, il était 11h. Je suis repartie, je suis pas restée extrêmement longtemps, je suis restée jusqu'à 16h. Mais j'ai vu énormément de choses super intéressantes, hein, j'ai passé une super journée. Mais j'en ai pas vu un. Hein. J'ai pas vu un cadre de champ d'agriculture. Oui, j'en ai après les hommes à cravate, c'est vrai. Parce que c'est quand même un symbole phallique, hein, comme quoi. Au sein de l'agriculture, les professionnels de l'agriculture, autres que agriculteurs, portent la cravate. Ça va sans dire. Moi aussi, je vais me mettre à porter la cravate aussi. J'en faisais à une époque, hein, donc il n'y a pas de raison. Je faisais les cravates en soie, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, maintenant, je vais essayer d'être un petit peu sérieuse, ce qui ne va pas être facile, je reconnais. Donc bon, les agriculteurs c'est une chose. La simplification administrative, oui, ça c'est vrai. J'ai des copains qui sont agriculteurs dans le coin qui m'en ont parlé. Maintenant, ils m'avaient parlé de ça avant que François Hollande soit élu. Donc je sais absolument pas si les choses ont bougé ou pas, parce que moi comment dire, j'ai un regard sur l'agriculture au cul des vaches justement. Hein, voilà. Donc moi, quand j'ai des copains agriculteurs qui me racontent des trucs, ils me disent il y a tel truc, je transmets. Voilà. Mais comme je n'ai pas eu de nouvelles sur ce plan-là en particulier, il m'en avait parlé avant François Hollande soit élu, mais depuis, j'ai pas eu de commentaires relativement à ça. Mais si vous le dites, je pense que ça doit être vrai. C'est pas parce qu'un mec a une cravate qu'il ne raconte que des conneries aussi. Hein. Des fois, ils disent des choses intelligentes. Ça, accidentellement, hein. Mais il faut pas faire de racisme. On est d'accord. Bah oui, parce que parce que la définition du racisme, c'est considérer qu'une catégorie d'humains
est supérieure à une autre, ou une catégorie est inférieure à une autre. C'est la définition du racisme. On peut faire du racisme anti-costume-cravate, ou du racisme anti-jean, ou du racisme anti-voile, ou anti-burqa, ou une catégorie d'humains. Voilà. Il y a des gens qui font du racisme anti-alcoolisme, anti-alcoolique, par exemple. Voilà. C'est une forme de xénophobie, en fait. Hein. Donc je ne vais pas faire de racisme anti-costume-cravate, sous prétexte que ça se passe dans les murs du salon de l'agriculture, porte de Versailles. Voilà. Alors, je continue. J'ai pris des notes, je vous signale. D'habitude, je me lance comme ça, mais là, j'ai pris des notes. Bon. Alors, oui, alors, j'ai vu les bouchers. Il y a un regain d'intérêt pour la boucherie. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bien. Mais, moi, mon point fort, c'est que j'arrive à croiser plein de choses que les autres ne croisent pas ou qu'ils ne voient pas. Alors, j'ai notamment entendu, et ce qui est dit d'ailleurs dans le reportage plus tard, c'est que il y a un regain d'intérêt dans la filière boucherie, dans le sens où on forme plus de bouchers. C'est-à-dire que la filière bouchère manquait d'apprentis et manquait avait une image trop négative et donc personne ne voulait apprendre. Maintenant, il y a un regain d'intérêt, donc ça se répercute sur le nombre de postulants. Et là, j'en viens à un problème évidemment très intéressant, parce que ces bouchers, une fois qu'ils vont avoir leur diplôme, ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Eh bien précisément, notamment, dans les grandes surfaces que l'on critique et que l'on méprise. Chose que je peux parfaitement comprendre, parce que moi je ne suis pas leur copine non plus, bien que je les inspire, c'est quand même comme ça. Moi je vais citer à Carouf qui est à Barentin. Carouf qui est à Barentin, ils ont leur boucher professionnel, diplômé, etc., qui découpe la viande devant vous et tout, et il y a un rayon boucherie où on sert comme si c'était un magasin. Bon, alors j'en viens justement par rapport à ça, au fait qu'il est nécessaire maintenant, et là c'est à François Hollande que je m'adresse, de trouver un moyen d'aider les petits commerçants dans les campagnes. Alors, j'ai le problème, moi, ici, à Saint-Austrebert, que j'ai parlé de ce souci-là avec le maire, parce qu'on a une épicerie, un bar-épicerie, qui est fermé depuis je ne sais combien de temps, et je sais qu'il y a la fondation Raoul Monroe qui s'occupe de ça aussi, mais au niveau de la loi, il faut absolument trouver un moyen pour aider les petits commerces en dehors des chaînes de magasins, je précise, bien évidemment, en dehors des chaînes de magasins et en dehors des grandes surfaces. Voilà. Et ça n'est qu'à ce prix-là que ces bouchers pourront éventuellement ouvrir leur boucherie. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être faites. Un truc que j'avais vu, moi, à Motteville, il y a 20 ou 30 ans, le boucher, comme c'était une petite boucherie, proposait uniquement tel jour de la semaine, par exemple, il avait du foie de bœuf. C'est-à-dire qu'il y a des jours de la semaine où il avait uniquement un produit bien déterminé, parce que c'était une toute petite boucherie. Les gens savaient que tel jour de la semaine, ils avaient tel produit. Voilà. Et c'est un bon moyen, je pense, de proposer certains produits particuliers. Moi, je pense que la clientèle, on peut aussi, d'une certaine façon, la contraindre à une forme de rigueur. La clientèle est parfaitement capable de comprendre qu'un petit commerçant ne peut pas se permettre comment dire, la clientèle est capable de comprendre que de maintenir un petit commerce impose certaines contraintes au niveau horaire ou au niveau organisation. Ça, je suis absolument persuadée que le client est parfaitement capable de comprendre. Et donc, il faut avoir le courage de le faire. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, moi, ce que je trouve quand même très ennuyeux, j'ai vu la Confédération Paysanne, je ne suis pas allée discuter avec eux, mais j'ai pris tous les papiers, je vais les mettre sur mon blog. Moi, je suis désolée, mais je ne peux que constater que ces messieurs en cravate et tout, c'est quand même la FNSEA, etc.,
Hein. Moi, je suis conf, comme on dit. Je suis conf à donf. Je suis conf à donf. Ces gens-là sont quand même derrière un désir toujours permanent de faire de l'agriculture une forme d'industrie, et je ne supporte pas. Il n'y a rien à faire, je ne supporte pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la filière viande, etc., filière élevage, etc., qui trouveraient... ça ne leur poserait absolument aucun problème de conscience que la filière se porte mieux, si c'est pour continuer à les nourrir avec du soja transgénique qui vient des États-Unis. Hein. Ça leur pose aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne veut pas être envahi par certains produits finis agricoles américains, mais par contre, bon, leur soja transgénique, bon, on va pas pinailler, quoi. Mais si je pinaille, moi, merde, je pinaille. Le locavore, c'est aussi dans la façon de nourrir ses animaux. Ou alors, c'est quoi? Le vrai locavore, je suis désolée, moi mes parents étaient agriculteurs, ils avaient des bœufs, ils avaient des vaches, etc. J'ai jamais vu mon père aller acheter des aliments à l'extérieur. Il les produisait sur sa ferme. Bah oui, hein. Bon évidemment, sauf pour le cochon, parce que c'était particulier, parce que le cochon, il le nourrissait avec les restes alimentaires qu'il y avait dans les écoles, les lycées, les collèges, donc il les ramassait dans la région. Donc c'était particulier, mais c'était du locavore, mine de rien, parce que c'était pas loin, quoi, c'était pas très loin de la maison. C'était à quelques dizaines de kilomètres au pire, quoi. Mais j'aurais jamais imaginé mon père en train d'acheter des aliments en grande quantité importés d'un autre continent. C'est juste complètement con, quoi, sur votre aspect. Voilà, ça c'est fait. Il y en a qui sont habillés pour l'hiver. L'hiver n'est pas encore fini, donc il faut pas... Bon alors, j'ai aperçu Thomas Fersen dans la vidéo, mais je sais pas s'il a dû manger quelque chose, il a pas tout à fait le même visage que d'habitude, mais il a un magnifique petit agneau noir et blanc dans les bras. J'ai aperçu par contre sur la gauche le postérieur de Marine Le Pen. Ça devait pas être une blonde d'Aquitaine, c'est une blonde de quelque chose. Sur la gauche, vite fait. Mais j'ai pas réussi à retrouver... parce que je fais des captures d'écran, vous voyez. Je fais des captures d'écran. J'ai vu son père après, hein, sous forme d'un taureau. J'ai vu son père. Mais Marine Le Pen sur la gauche, j'ai pas le temps d'aller revoir la vidéo, hein, je suis désolée. Mais j'ai trouvé ça très amusant. Qu'est-ce que je... Oui, alors au sujet des moutons, tiens, j'ai juste une remarque à faire. Là, vous allez voir à quoi je sers un peu. Hein, parce que si je suis à l'origine de la nouvelle politique agricole sous François Hollande, je suis pas une rigolote non plus. Hein. Je vais vous donner des preuves. Au sujet des moutons, chacun sait qu'il faut tondre ses moutons, héron, petit patapon. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il n'existe aucun moyen en France de valoriser la laine de mouton. C'est-à-dire que les professionnels qui tondent les moutons gardent la laine et la vendent en grande quantité, et elle part carrément, je crois, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Alors moi, j'aimerais bien qu'en France, il se monte la filière qui recycle la laine de nos moutons à nous, soit exploitée chez nous et utilisée et valorisée chez nous. D'ailleurs, par curiosité, vous allez voir ce que c'est que de croiser un peu comme je sais le faire, moi et personne d'autre. Moi qui soutiens aussi les laines bergères de France, tricoteuses, crocheteuses, layettes, etc., etc. Je serais curieuse de savoir d'où vient la laine qui est utilisée par ces filatures, justement. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien savoir la laine qu'ils vendent, Bergère de France, pour ne pas le citer. Bergère de France travaille de la laine. D'où vient cette laine? Alors nous, la nôtre, les tondeurs de moutons l'envoient en Australie ou en Nouvelle-Zélande, parce que nous, on n'a pas la filière en France pour la recycler, faire la laine, etc. Parce qu'il y a les matelas, il y a tout ça derrière aussi. Hein. Il y a peut-être la possibilité de l'utiliser aussi pour faire des isolants pour la maison, par exemple. Les isolants pour les murs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais c'est quand même pas normal qu'on aille revendre la laine là-bas. Non, ça tient pas la route. Locavore, j'ai dit. Locavore. Bon, le loup. Je vous recommande le film, hein, évidemment, que je suis pas encore allé voir, mais j'espère y aller. Le loup.
Il semblerait que ce ne soit plus une espèce à protéger maintenant. Soit, dans certaines régions en tout cas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de les descendre. Hein. Je suis désolée. Hein. Il faut, conformément à ce que j'avais conseillé à Ségolène Royal, il est souhaitable d'augmenter le nombre de loups abattus autant que c'est nécessaire pour que les tueries qu'ils occasionnent dans les troupeaux soient acceptables. Voilà. Parce que moi, je sais ce que c'est que d'élever des animaux. Moi, j'ai vécu sans que ce soit, évidemment, c'était. Il y a des gens qui diront oui, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Moi, quand j'élevais des poules et que en pleine nuit, l'été, j'avais eu la flemme d'aller fermer mon poulailler et que je dormais la fenêtre ouverte et puis d'un seul coup j'entends toutes mes volailles égorgées en un temps record, en 10 minutes, le temps que je grimpe dans mes bottes pour aller... je me souviens même qu'une fois, on va faire, tant qu'à faire on va en rire parce que je me souviens qu'un jour j'avais entendu donc le renard qui était en train de me dévorer toutes mes poules. J'avais hurlé littéralement. Je m'étais mis à la fenêtre en pleine nuit et j'avais hurlé, ça avait rien changé. Hein. Mais le temps que je grimpe dans mes bottes, je vous explique pas, le gars il était parti. Enfin bref, je suis arrivé, toutes les volailles étaient égorgées quoi. Voilà quoi. Mes poules de Pavie, mes brahmas, etc. quoi. Et ça fout bien les boules quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand on élève des animaux, c'est pas pour le plaisir de. Enfin je veux dire, c'est terrifiant sur le plan de comment dire. Affectivement, il n'y a rien de plus terrifiant que de voir ces animaux égorgés par un loup. Bon, maintenant, quand on est berger, par définition, on sait à la base, quand on commence à exercer ce métier, que ça fait partie des risques du métier, justement. Et donc, ça doit être intégré quand même. Maintenant, quand c'est dans une moindre mesure, c'est parfaitement acceptable. Et donc, moi, je comprends parfaitement que quand ça prend des proportions trop importantes, les bergers se révoltent. Je trouve ça parfaitement légitime. Mais moi, personnellement, je suis pour le retour du chien de berger. Ça, je l'ai dit depuis le début, hein, de toute façon. Mais je pense que le retour du chien de berger, c'est vraiment souhaitable. Et de toute façon, je pense que ça a dû commencer déjà. Mais je pense que ça peut même être l'occasion d'aller beaucoup plus loin que ça, parce que il pourrait très bien y avoir, je sais que ça existe en Irlande, je crois, organiser des concours de chiens de berger. Il y a la possibilité même d'utiliser ça pour créer des activités au sein des villages avec les municipalités. Voilà. Bon, par contre, j'avais entendu aussi un jour qu'il y avait un problème parce que il y avait des chiens qui étaient méchants avec qui risquaient de mordre ou d'être un peu agressifs vis-à-vis des randonneurs. Alors que les choses soient bien claires. Hein. Les bergers, les moutons et les chiens de berger passent avant les randonneurs. Je suis désolée. Hein, il faut quand même faire passer en avant les gens qui vivent à la montagne 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, avant quelqu'un qui va se payer une petite randonnée pendant 15 jours à la montagne. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Bon, les chiens de berger, on leur a... Enfin, je veux dire, normalement, je pense que si on n'appelle pas le chien de berger, il n'y a aucune raison qu'ils viennent emmerder les randonneurs. Hein. Bon, il faut faire un signalement, mais je veux dire, si jamais un randonneur porte plainte parce qu'il a été attaqué par un chien de berger, à mon avis, c'est pas recevable. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je veux dire... Non, c'est un chien qui est là pour travailler. Je suis désolée. On n'en sort pas à ce moment-là. N'importe qui, vous avez un taureau qui est méchant dans un champ, quelqu'un va passer la clôture et va dire moi je traverse parce que je suis randonneur, vous allez vous faire bouler par le taureau, est-ce que vous allez porter plainte ou pas quoi? Je veux dire, mais ça c'est important, c'est un truc dont j'ai jamais parlé d'ailleurs, mais la responsabilité du propriétaire, comment dire, la responsabilité d'un propriétaire, quand il se passe quelque chose sur son terrain, c'est un problème. Moi, j'avais entendu un truc un jour, parce que moi, mes parents avaient des mares, enfin, il y a toujours une mare devant chez ma maman, et j'avais entendu, les barrières sont toujours ouvertes, c'est toujours comme ça, comme chez moi d'ailleurs, et j'avais entendu qu'un enfant qui se noyait dans une mare, par exemple, qui se promène sur la route et qui vient, et qui se noie dans la mare, c'est le propriétaire de la mare qui est responsable. Alors moi je suis désolée, alors sous prétexte qu'il est rentré dans une propriété privée, c'est le propriétaire de la mare qui est responsable.
Alors, je connais pas bien la loi, mais ça m'avait interpellé quand même, parce que je trouve ça quand même un tout petit peu incohérent et injuste, hein. Voilà, donc le loup, le loup, le loup, le loup, le loup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, hein. Le monde agricole se féminise. C'est très bien, oui. Je pense que plus le monde agricole va se féminiser, mieux il va tourner rond, hein, si vous voulez mon avis, hein. Voilà. Avec ça, je remets mes bottes de chameau et puis je mets ma blouse de marchand de bestiaux aussi. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors oui, par contre, bon, on va quand même terminer par quelque chose de rigolo, parce que moi j'étais attendue surtout sur le stand d'aviculture, parce que je vous signale qu'il y a quelques années, j'ai été exposante là-bas et j'ai gagné un grand prix d'honneur. Oui, je me la pète grave parce que je sais que ça vaut absolument rien. Et moi, j'étais super contente de damer le pion à tous ces bonhommes. Voilà. Et donc, j'étais super contente. Et mes copines du Pays de Caux, là, qui sont filles d'agriculteurs et qui sont du milieu agricole, eh ben, elles étaient super fières. Voilà. Super fières de moi. Et c'était avec un trio de poules de Pavilly. Voilà. J'ai énormément rigolé. J'ai appris, donc, alors, il y a un monsieur que l'on m'a présenté comme étant le commissaire de l'exposition tout entière. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je soupçonne qu'on me l'ait foutu à l'oseille, comme on dit vulgairement. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que ce monsieur m'a donc expliqué. Figurez-vous que. Attendez, c'était une histoire de testicules. Ça, c'est Thomas qui s'impatiente. C'était une histoire de testicules. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Je sais plus. Oui, il m'a appris que les boulangers. Alors, c'est pas. Alors, attendez, que je vous explique. Je rigole là, je ne me moque pas du tout des boulangers particulièrement. Mais il se trouve que le monsieur me disait, lui, que lui avait été stérile à une époque, bien que n'étant pas boulanger. Et, enfin, bref, il m'expliquait que donc les gens qui étaient exposés à la chaleur avaient des problèmes de stérilité au niveau des spermatozoïdes, des supermatozoïdes, comme disent les enfants. Et donc j'en ai déduit au retour, d'ailleurs je me suis dit, les souffleurs de verre doivent avoir le même problème aussi, parce qu'ils sont exposés à la chaleur. Et puis après il m'a dit, bah oui, mais il y a aussi les gens qui font de la peinture, à cause des émanations toxiques qui émanent de la peinture. Enfin, tous les gens qui sont exposés à des sources de pollution ont des problèmes de stérilité masculine. Voilà. Enfin bref, là c'est pas extrêmement drôle, mais nous on a énormément rigolé sur le stand. Enfin bref, j'ai fait la connaissance en live avec monsieur Jean-Claude Périquet, que je connais depuis très longtemps en fait, parce qu'évidemment j'ai plein de bouquins de lui. Enfin, je lui avais même écrit il y a, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être. Il avait jamais répondu et il se souvient pas non plus, et comme il dit, il y a prescription. Mais j'en profite pour dire qu'il y a une exposition à Metz. Donc monsieur Jean-Claude Périquet est organisateur de l'exposition de Metz, qui va c'est une exposition européenne si j'ai bien compris, et donc je vais leur filer un coup de main s'ils ont besoin. De toute façon, je vais ouvrir ma gueule sur le sujet, surtout qu'à partir du moment où personne me demande, vous avez beaucoup plus de chances que je la rouvre, évidemment. Mais il y avait un monde fou, quoi. Au niveau, partout, mais dans l'aviculture, c'était juste incroyable, quoi. Mais j'ai trouvé plein de choses super intéressantes, en fait, hein. Mais j'en reparlerai les jours qui viennent, il y a des choses qui vont me revenir. J'ai acheté quelques trucs. J'ai énormément traîné en fait du côté du Mali. J'aime bien parce que sur le continent africain, il y avait quand même beaucoup plus de femmes encore, il m'a semblé. Il y avait beaucoup de femmes. Et donc j'ai taillé la bavette avec tout le monde, quoi. Avec la Côte d'Ivoire, bien évidemment, où j'étais attendue. Mais j'avais dit où j'allais, hein, faut dire. Donc progressivement. Alors j'ai gagné un superbe livre, Larousse, encyclopédie agricole de la Manche. C'est-à-dire la Manche où habitent tout en haut Michel Drucker et François Morel, et donc je dois récupérer là-bas. Bon, il m'a filé un coup de main quand même. Il m'a filé un coup de main. Alors, réflexion de ma maman quand je lui ai raconté comment ça s'était passé. Elle m'a dit, peut-être que tu vas pouvoir le rendre pour avoir celui de la Haute-Normandie, qui m'a dit. Et elle est mignonne, ma maman, hein. D'accord, voilà. Non, mais j'ai vu plein d'autres choses. J'ai vu énormément d'enthousiasme. J'ai vu des prix pratiqués tout à fait, enfin, dans la majorité, quoi.
tout à fait raisonnable. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, je m'attendais, pour être tout à fait franc, je m'attendais à prendre un sacré coup de bambou sur le prix d'entrée et le reste. Et en fait, pas du tout. J'ai payé 13 € l'entrée et j'ai vu plein de gens extrêmement aimables, communicatifs, jeunes, beaucoup. Enfin voilà quoi. Bon, il y a un truc que j'aurais aimé voir, c'est du côté de l'élevage, parce que j'ai pas trouvé le temps. Voilà. Mais j'ai vu plein de choses, plein de choses super. Donc soit je referai une vidéo, ou bien je rédigerai un article, je sais pas exactement. J'alterne en fait, hein. J'alterne un peu. Pendant que la vidéo upload, vous voyez là je suis à une demi-heure. Une demi-heure, ça va demander au moins 3-4 heures à uploader. Voilà. Bon, la suite bientôt.